Superluette. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Une tisane et au lit, qui est un complément de l'épisode précédent qui était consacré à la reconversion professionnelle. Cette fois, j'avais envie qu'on se focalise pas uniquement sur les entrepreneurs, puisque c'est ce qu'on a fait la dernière fois, mais plutôt qu'on réfléchisse à comment gérer sa carrière, alors qu'on soit salarié, entrepreneur ou en recherche, dans cette période qui est plutôt incertaine et pleine de doutes depuis 2020. Pour en parler avec moi autour de la table, j'accueille une nouvelle fois Myriam Mendy. Bonjour Myriam. Bonsoir. Alors, tu es accompagnatrice du changement par les thérapies brèves et professeure de yoga. On te connaît notamment pour les rendez-vous en terre intérieure sur Esperluette. Tout à fait. Et Valérie Legendre, qui est consultante en recrutement et en organisation d'équipe, qui est gérante du cabinet Florian Mentionne Institut à Avignon. Bonsoir Valérie. Bonsoir Marie-Cécile. Bonsoir Myriam. Bonsoir Valérie. Alors voilà, donc aujourd'hui, on va parler gestion de carrière, période de doute, malheureusement, ou heureusement, on va voir. Et j'avais envie de commencer avec Valérie. Est-ce que tu as vu des évolutions dans la manière dont les entreprises recherchent des nouveaux collaborateurs? Oui, l'état d'esprit a un petit peu bougé. Ils vont plus vite, ils ont envie de rattraper le temps perdu, le recrutement fonctionne plutôt bien en ce moment et ils veulent des collaborateurs qui tout de suite d'emblée prennent les projets. Donc ça fait des contraintes, mais derrière ça fait des ouvertures aussi, puisqu'ils sont prêts à prendre des gens qui sont peut-être un peu moins dans le moule et eux-mêmes ont bougé dans leur façon de manager. Donc je perçois un petit peu d'accélération, toujours des briefs un peu précis, mais malgré tout des oreilles ou des yeux qui s'ouvrent sur des profils que je trouve plus riches et en tout cas plus évolutifs. On sort un peu des cases, c'est pas mal. Ouais, et ça c'est pas mal. C'est une prise de risque, c'est évident, mais en tout cas à titre personnel, elle me convient. Dans ce métier de recruteur, je trouve que ça enrichit plein de monde, plein de gens, plein de situations. Côté candidat aussi, le Covid, alors on l'entend beaucoup, mais j'abonde dans ce sens parce que je le vis. Les gens se sont posés des questions et ont physiquement pu réfléchir parce qu'ils étaient chez eux, dans un autre cadre, avec un autre rythme. Et alors, même les jeunes, j'allais dire, passer 30, 35, 40, ça, ce fameux âge de 40 ans, où globalement on se retourne un peu, on dit ça fait 15 ans que je gamberge, donc là j'ai envie d'eux, donc ça existait avant le Covid, bien sûr. Mais là, peut-être que ça se renforce, et j'ai même des jeunes où ça fait 1 an ou 2 ans qu'ils travaillent et ils se disent j'ai pris du recul et tout d'un coup je m'aperçois qu'il ne faut pas que j'aille dans cette direction alors qu'on pense qu'ils sont au début de quelque chose et ce n'est pas la peine de se remettre en cause, mais si. Donc je le perçois, donc c'est plus ou moins argumenté, plus ou moins mûr, plus ou moins détaillé dans mon échange avec eux, mais ça fait partie des choses que j'écoute parce que j'ai besoin aussi de l'exprimer derrière avec mes clients pour préparer l'arrivée potentielle du recruté. C'est une réflexion sur un projet de vie. Complet, projet de vie, donc pro et bien sûr perso, parce que les deux se mêlent et que pour moi ça m'importe de comprendre pourquoi ils prennent cette décision et comment il y a des implications l'un dans l'autre. C'est une évidence. C'est important de coupler les deux. Ouais. Et toi Myriam, tu le ressens aussi avec les gens que tu accompagnes, qu'il y a quelque chose qui s'est passé et que donc ça questionne un peu toutes nos certitudes peut-être ? Je pense que de toute façon, alors le Covid cette période a certainement accéléré les choses. C'est vrai que d'être à la maison, peut-être en famille, ou d'avoir plus de temps chez soi, ou en tout cas peut-être moins de temps de transport aussi, une qualité de vie différente, même si quelquefois tout le monde n'a pas vécu le même confinement. C'est pas forcément été facile pour tout le monde. Ce ralentissement aussi, le fait de tester le télétravail, a interrogé les gens beaucoup plus sur leur la manière dont ils vivaient le travail et peut-être leur envie. Donc je pense que c'est plus présent. Mais je pense que de toute façon, c'est quand même une période de fond, parce que ça fait grosso modo 4 ans en France où on sent qu'il y a un mécontentement, quelque chose un peu de sourd qui arrive et avec comme une ambivalence entre ce que j'ai envie et ce que je dois faire. Mes envies profondes que j'aimerais réaliser et la réalité quand même économique, la réalité des vies de chacun individuelle, mais aussi la réalité du marché. Et je pense que les gens essayent un petit peu plus de réaliser leurs rêves. Je pense qu'il y a aussi dans les médias
il y a plus de mise en avant de success story ou en tout cas de story. On est dans le storytelling à fond en ce moment. Ouais, voilà, c'est ça. Et où les gens racontent un peu leur histoire, montrent, et ça donne envie en fait aux autres qui essayent. Donc oui, je le remarque. Les gens se posent beaucoup de questions et surtout, je pense Valérie, tu l'as ressenti toi aussi, cette demande de sens qui émerge depuis quelques années quand même, où les gens recherchent du sens dans le travail. Je pense que peut-être ce qui bascule un petit peu, c'est que les gens comprennent que le sens, c'est peut-être à eux de le donner à leur vie professionnelle et qu'ils attendent plus trop ça de l'entreprise, en tout cas moins, j'ai la sensation de l'entreprise, et qu'ils prennent plus ça en main en se disant « Ok, moi, qu'est-ce que je veux faire et comment je me positionne ?» Est-ce que tu ressens aussi, Valérie ? Oui, aussi. Et c'est vrai que ce qui m'a étonnée, alors le Covid, j'ai du mal à faire la corrélation mathématique, mais ça vient depuis quelques temps. Ça a dû pousser un peu plus fort, enfin en tout cas peut-être plus rapidement, cette tendance-là. Ouais. Et puis les gens le posent aussi en déclencheur, ils le verbalisent, hein, donc je le prends. Mais j'imagine qu'il y a quand même un petit chemin qui s'est fait quand même un petit peu avant. Et cette demande de sens, ce qui m'étonne, je sais pas, elle arrive aussi donc des jeunes. Je me dis que quand ils démarrent, on se pose peut-être moins la question pourquoi on y va. On a fait une formation, on rencontre des gens, on a envie de s'assumer. Et bien très très vite, ils ont cette exigence que je retrouve chez les plus âgés, où eux, ils ont le temps de maturer et puis de se dire ah non, ça me va plus, j'ai une exigence différente, je veux que ça me corresponde sur ces fameuses valeurs, sur de l'éthique et c'est des choses dont on parle beaucoup, mais que je ressens profondément, parce que les gens l'expriment, mais quasiment systématiquement. Et donc, les jeunes aussi, ils ont 20 ans, et ils me parlent de sens. Alors, je trouve ça super, mais c'est effectivement un discours que je n'avais pas il y a 2-3 ans encore. J'avoue que à mon début de carrière, c'était pas du tout... on avait plutôt l'objectif du statut social, du boulot qui fait bien, du salaire important. Voilà. De s'assumer, de repérer, d'avoir une reconnaissance sociale, oui, par le salaire. Et puis d'apprendre en débutant une carrière en se disant, ok, c'est peut-être pas exactement ce que je veux faire, mais ça va me permettre de... Là, il y a moins ça aujourd'hui. Il y a moins ça. Et ce qui amène aussi de la volatilité, parce qu'il y a aussi des erreurs, on tente quelque chose, finalement c'est pas ça, on tente autre chose. Donc là, après, il faut le gérer dans sa carrière, il faut le gérer par rapport à d'autres employeurs, et ça fait peur, ces changements. Et pour le recruteur, ça doit pas être facile non plus. Et les évolutions, alors voilà, on essaye d'être un peu Madame Irma en disant non, lui, il va rester au moins 3-4 ans, là, ça va bien le faire. Mais ça demande à l'employeur d'accepter cette volatilité potentielle, et en tout cas de comprendre si elle a déjà existé, et puis de s'attacher à un vrai droit à l'erreur. Je le vois beaucoup dans les pseudo-valeurs prônées par les gens que je rencontre dans certaines entreprises. Je ne le vois pas encore beaucoup vécu en disant on accepte vraiment. Alors, droit à l'erreur sur une orientation professionnelle ou sur la réalisation d'un projet. Hein. Est-ce que, alors ça c'est aussi toujours c'est un peu de la sémantique, mais le droit à l'erreur, on connaît toujours tous cette réflexion qui est de dire c'est pas forcément des erreurs, mais en accompagnement au changement, c'est vraiment quelque chose aussi où j'essaye d'amener les gens à leur faire comprendre qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des leçons à apprendre et à s'enrichir. Et que quelquefois, on fait un choix, on pense avoir compris, et puis finalement, on se rend compte que c'est pas forcément ce qu'on veut. La vision occidentale de l'évolution, c'est comme si on voyait un escalier et puis on monte une marche et puis on avance. Donc c'est une vision linéaire en fait, c'est-à-dire que on réussit quand on continue à gravir les marches et on passe d'un point A à un point B et au plus on avance, au mieux c'est. Et si jamais ça ne marche pas, c'est le cas de le dire, c'est comme si on redescendait d'une marche. Ou comme si, ou combien même on restait et on bloquait. La vision orientale de l'évolution, que j'aime beaucoup, c'est une vision concentrique, c'est-à-dire que c'est comme un cercle qui s'élargit. Donc on peut revenir un petit peu au point de départ, on a la sensation de revenir au point de départ, mais on n'est jamais au point de départ, on s'est enrichi, on s'est épaissi effectivement d'une expérience qu'on a essayée, on a tenté quelque chose, on est sorti de sa zone de confort, et puis on a cru que peut-être ce domaine-là nous allait, et puis finalement, on a vu que peut-être ça a affiné encore un peu plus nos objectifs en disant, mais non, finalement ça, j'en veux pas. Et ça, finalement, ça me convient pas. Finalement, ça, je suis peut-être pas fait pour ça. Donc, côté salarié, je pense qu'on gagnerait vraiment à avoir cette vision orientale de l'évolution parce que ça nous évite
de se bloquer un petit peu, ou en tout cas d'avoir ce sentiment de ne pas avoir réussi du premier coup. Alors que c'est pas une question de réussite, c'est une question d'avancer en fait. On a beaucoup de mal avec l'échec dans notre culture française, européenne. L'échec est considéré, voilà, c'est un échec et donc c'est pas bien. Alors qu'en fait, un échec, c'est ou en tout cas une expérience qui ne fonctionne pas, c'est quelque chose qui nous permet d'apprendre et donc de se dire potentiellement, c'est pas ça que j'ai envie de faire. J'évolue, j'ai appris quelque chose. Après, c'est pas forcément facile à gérer pour une entreprise, ça c'est certain. Parce qu'il y a toujours la notion financière. Bien on sûr. se trompe, il y a des conséquences de gestion qu'il faut savoir surmonter. Et donc, ça demande beaucoup de recul par le dirigeant. Et puis, il y a des moments, il ne faut pas. On rejoint aussi cette notion que, de toute façon, le meilleur moyen de ne pas avoir d'échec, c'est de ne pas bouger. C'est de rien faire. C'est de rien faire. Et encore. Et de ne pas bouger. Et de toute façon, comme la vie est mouvement, nous apprend que de toute façon, on ne peut jamais rester figé. Donc pour une entreprise, c'est tenter des choses. Je comprends tout à fait effectivement cette notion de financière. Et à la fois, l'entreprise voudrait des certitudes. Et le salarié veut des certitudes aussi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours cette problématique de vouloir sortir de sa zone de confort, d'investir sur quelque chose. Alors ça peut être investir, pas forcément financièrement, c'est investir aussi en volonté, du temps, de l'énergie, de dépasser ses peurs aussi. Donc c'est un investissement. Et puis voilà, on a accepté de bouger de soi-même. Si on n'a pas eu un coup de pied aux fesses par la vie parce qu'on a eu un licenciement ou qu'on sent que l'entreprise fonctionne moins bien, ou voilà. Et du coup, on voudrait des garanties. Et l'entreprise, c'est surtout ça qu'elle recherche. Or, on ne peut rien garantir. Et il y a toujours quelque chose à ressortir de ça. Mais c'est plus compliqué, effectivement, de le voir côté entreprise et même côté salarié, parce qu'on lui remet l'étiquette de « ça n'a pas marché, donc c'est un échec ». Alors que ça a marché, il y a eu quelque chose qui s'est fait et ça a juste permis d'apprendre encore plus et d'affiner peut-être encore plus ses valeurs, encore plus sa motivation, en tout cas sur ce qu'on sait faire, ce qu'on veut faire. Et justement, Valérie, comment on fait quand on est un candidat et qu'on s'est rendu compte que c'était finalement pas ça qu'on avait envie de faire et que il y a un moment où on essaye de postuler sur d'autres choses. Comment ça s'exprime sur un CV, sur une candidature ? On le travaille, en en-tête d'un CV et dans la lettre de motivation, le mail d'accompagnement. Il faut le verbaliser de façon la plus professionnelle possible pour essayer d'aider la personne qui va lire la candidature et comprendre cette étape, ce cheminement, ce virage, ce saut. Et donc, je pense qu'il faut le dire très clairement. J'encourage vraiment les candidats et vraiment ceux qui changent beaucoup à faire le lien. Il y en a que ça leur paraît évident, mais je vois des CV dans certains métiers très techniques aller dans un métier qui est très dans le relationnel et il faut une bonne dose d'ouverture et de temps à passer pour dire oui, j'imagine qu'il en est là de son fonctionnement et que c'est très normal. Quand il y a des dizaines et des dizaines de candidatures et puis un temps très serré pour recruter, il faut que j'ai des billes pour dire ok, il semble mûr sur son changement et je vais prendre le temps de le recevoir. Donc tout simplement être clair dans sa tête, et deux, commencer à le dire et à le dire par ces deux éléments-là, et de le préparer aussi pour l'entretien. Et pas penser que c'est une évidence. Parce que la personne a fait son chemin, donc pour elle, c'est hyper naturel. Et puis moi, j'attends qu'on me donne le petit lien pour dire, bon, alors bien sûr, après je pose des questions, mais ça vient pas tout seul parfois. Et, ah oui, il fallait que je vous dise qu'à un moment, je me suis rendu compte que, et donc... mais vous avez mis quoi en place ? Qu'est-ce que vous avez fait pour gagner un peu une expertise là-dessus ? Pourquoi je vous croirais ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire profondément ? Pourquoi cette société, etc., etc. Et là, j'attends quand même des réponses un peu structurées et convaincantes. Ouais. Et d'assumer son échec aussi, parce que on a peut-être tendance aussi en recrutement, ou même quand on s'exprime face à sa famille ou ses amis, de dire « bon, ça, je vais m'asseoir dessus, je ne vais pas trop en parler, parce que c'est un échec », alors qu'en fait, ça peut créer un lien et montrer une évolution sur sa carrière. Ouais, c'est ce que disait Myriam par rapport au droit à l'erreur, je suis d'accord. Moi, je trouve ça très, très riche, et d'autant plus riche quand je vois que les personnes, elles ont pris du recul dessus, elles ont appris, et qu'elles savent aussi me l'expliquer, qu'elles ont appris. Et ça, moi, j'ai zéro souci, au contraire. Mais ça se dit pas. Et elles ont tenté. Enfin, je trouve qu'il y a une valeur qui serait super à mettre sur un CV, c'est le fait d'oser. Je veux dire, quelqu'un qui a une carrière très linéaire et qui est resté, on va dire, dans les clous, dans les cases,
Ça ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur, hein, mais c'était une autoroute toute tracée et ça a bien fonctionné. Quelqu'un qui a pris des chemins de traverse, qui s'est pris un peu la glissière de sécurité de temps en temps et qui est peut-être allé dans le brouillard et qui est revenu, il y a une valeur qu'on ne peut pas lui enlever, un savoir-être, c'est le fait d'avoir osé. Et même si effectivement elle est revenue et la sensation de peut-être pas être arrivée est revenue sur l'autoroute, ben, le peu d'expérience qu'elle a eue où elle était dans son chemin de traverse, ben, mine de rien, c'est une richesse et elle a certainement beaucoup plus appris là qu'en étant restée sur ce laps de temps-là sur son autoroute. Oui, mais il faut qu'elle s'en rende compte et qu'elle le dise. Parce que Alors sinon, c'est essentiel. Oui, je suis on entièrement n'est pas d'accord dans un avec toi. travail de deviner, enfin en tout cas dans une posture de recrutement professionnel, etc. Il faut que la personne explique pourquoi c'est bien. T'as pas le temps de faire l'enquête, Non. Valérie. Tout à fait. Et ça, c'est une question pour moi de regard sur soi, regard sur son parcours et de prise de hauteur. Et c'est essentiel. Et regard, alors quand je dis regard, attention, c'est plus qu'un regard, c'est-à-dire changer d'angle de vue. C'est-à-dire que quand on regarde une bouteille à moitié vide ou à moitié pleine, c'est exactement la même chose. C'est la même bouteille, mais en fait, en regardant différemment, on ne la voit pas du tout de la même manière. Il est nécessaire, à mon avis, avant même de commencer à faire un CV, d'être bien au clair, hein, d'avoir regardé son parcours, d'avoir déterminé le fil conducteur, parce qu'en fait, il y a toujours un fil conducteur, quoi qu'on dise. Et d'essayer de prendre de la hauteur pour avoir ce regard par rapport à son savoir-faire qui puisse être transposable. Je prends juste un exemple, moi, qui m'avait frappée parce que ça m'avait donné un autre regard sur une profession que j'admire énormément parce que je pense qu'elle demande des compétences extraordinaires, qui est d'être chef cuisinier. Parce qu'en fait, pour moi, il faut savoir manager à la perfection, parce que mine de rien, il y a une sacrée brigade derrière, planifier, anticiper, mais en plus, ça demande à être extrêmement créatif. Donc c'est du cerveau droit et du cerveau gauche. Quelqu'un qui a toujours, par exemple, qui a commencé par la petite porte, a fait un CAP cuisine, a monté son restaurant et tout ça, dès l'instant où cette personne-là veut un jour se dire peut-être que je veux faire autre chose que de travailler là-dedans, parce que peut-être j'ai besoin de changer de vie, je pense qu'elle va d'elle-même, si on ne l'a pas aidée, alors tant mieux si elle arrive seule, je rêverais que tout le monde soit doté de ça, et c'est pour ça que j'œuvre aussi en accompagnement au changement, c'est pour que les gens changent leur regard sur eux-mêmes, d'aider à lui prendre un peu de recul et de se dire mais en fait, vous êtes un sacré créatif, sacré manager, vous savez planifier, anticiper, organiser, oui, peut-être. Oui, peut-être que ça peut aider, le bilan de compétences. Oui, ça peut aider certainement. Après, il y a la réflexion de chacun. Mais je suis assez d'accord sur les métiers de l'hôtellerie et la restauration. On a des profils de gens qui ne font pas toujours le transfert. Côté entreprise, c'est pas facile non plus à ouvrir, mais en étant intermédiaire, je vois à quel point ils ont développé des qualités qui peuvent être utiles dans d'autres milieux. Avec des horaires et des conditions de travail qui sont quand même très très difficiles. Et on a déjà eu des conversations aussi sur les sportifs, Valérie, qui pareil, à la fin de leur carrière de sportif, peuvent avoir besoin, envie de changer. Sur le coup, on peut se dire, j'étais sportif, comment je vais être dans une entreprise, comment je peux m'intégrer. Mais en fait, ils ont intégré des choses intéressantes. Notamment la stratégie. Ils sont rois de la stratégie, quand même. Ouais, ça vient un peu plus à la mode d'avoir des sportifs qui interviennent et qui expliquent et voir comment ça peut se transposer dans une équipe. Ça, clairement. Moi, ça me semble aussi assez naturel. Mais je pense qu'au-delà, de la stratégie, c'est l'exigence, c'est la discipline, c'est l'ouverture, c'est la préparation, c'est le professionnalisme. Enfin, il y a tellement de choses. Oui, alors après, il y a le sens de la compétition et dans le bon sens du terme. C'est compétition, ça me fait penser à ambition. Et ambition, c'est toujours un mot que les gens ont peur d'employer. Et je fais faire quelques tests dans les recrutements et il y a un critère qui est sur l'ambition. Et quand on arrive là et que les gens sont relativement forts en ambition, la plupart s'excusent. Donc maintenant, je mets un préambule en disant « Ok, c'est très bien d'être ambitieux. Moi, je trouve que c'est une super qualité. Donc, dites-moi pourquoi ce critère a été fort là. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? À quel moment vous avez été ambitieux? Mais
Là, on est culturellement un peu en retard où les gens pensent que l'ambition, c'est marcher sur les autres, c'est écraser tout ce qui passe, c'est mettre que son travail et son salaire avant tout. Enfin, il y a plein d'autres ambitions nobles dans sa vie et ça montre un trait de caractère qui m'interpelle et qui m'intéresse. Mais sur ce mot-là, c'est un gros mot. C'est une sacrée force pour une entreprise, quelqu'un qui est ambitieux. Bien Oui, sûr. ambitieux, ça ne veut pas dire je vais aller m'asseoir Voilà, sur... pas toujours. Alors, Non, c'est se donner les moyens d'atteindre ses objectifs, c'est ça l'ambition. Mais effectivement, tu fais bien le souligner, c'est-à-dire qu'on le réduit au fait que quand on est ambitieux, c'est vouloir gagner plus. Ou avoir un poste plus haut, une responsabilité plus grande. Mais on peut être extrêmement ambitieux, ne serait-ce que pour sa famille, sa qualité de vie. Enfin, c'est de l'ambition, en fait, de vouloir une belle qualité de vie, un job qui nous motive. Ça, c'est de l'ambition. Et donc, l'ambition, pour moi, c'est vraiment de mettre les moyens pour atteindre son objectif. Et donc, effectivement, les sportifs, là-dessus, ont une ambition dévorante. Et c'est même noble. leur moteur. Oui. Tout à fait. Ouais. C'est là où on dévalorise aussi les métiers manuels, où on se dit c'est des gens qui sont pas ambitieux parce qu'ils n'ont pas fait énormément d'études forcément, ou des choses comme ça, alors que c'est pas du tout le cas. Enfin, Tout à fait. Si tout c'est à une fait. passion, au contraire, quoi. C'est... Qui ont des parcours qui sont vraiment honorables, enfin, dans les compagnons du devoir ou autres. Il y a un moment, la chose bien faite, qu'on a du mal à percevoir et à quantifier aujourd'hui parce qu'on est beaucoup dans les services. Et donc, en étant mardi soir sur une réflexion un peu sur cette façon d'aborder justement les choses qui ont été faites, j'ai trouvé très intéressant un conseil de quelqu'un qui disait que chaque jour, on se retourne vers ce qu'on a fait. On en prend conscience et on le dit. Donc, ben oui. Parce que j'ai pas fait du pain, ça se voit. J'ai pas fait, je sais pas, une barre de fer, une charpente métallique. J'ai pas fait, mais j'ai fait un travail dans un bureau. Et le fait à un moment donné de revenir dessus et idéalement de le partager avec d'autres, mais en tout cas de se le dire à soi-même, permet, même quand on est... Parce que c'est le souci de plein de gens que je rencontre en disant je sais pas si j'avance, je sais pas si j'évolue, je sais pas ce que j'ai amené, je sais plus où j'en suis, l'objectif est pas clair, je travaille, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Donc là, de dire j'ai fait quoi aujourd'hui, et il y a toujours un truc qui va être là, mais oui, j'ai fait ça. Et ça j'en ai conscience. Et je trouve ça très intéressant de voir en termes de management. J'essayais de voir que dans une équipe, autant on peut se faire des mêlées en milieu de journée, à faire un tour en information sur ce qu'on fait. On est encore en mode projet. Mais on pourrait envisager d'avoir 5 minutes avant que les gens partent, à un moment qui gêne personne. C'est 5 minutes, c'est de dire qu'est-ce que tu as fait de c'est bien. quoi aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu as réalisé ? Ton truc bien, moi j'ai fini de remplir le fichier Excel. Voilà, c'est pas du concret, mais ça a fait avancer tout le monde. Mais ça aide tout le monde derrière. Moi, j'ai un petit exercice que je fais faire à certains de mes clients, que j'appelle le tableau des mérites. Et en fait, je leur demande de faire un tableau. Alors, ça peut se faire en famille, ça peut se faire au travail, ça peut se faire pour soi-même tout seul. Enfin, ça a beaucoup de... On peut le faire dans plusieurs domaines. Mais l'idée là-dedans, c'est justement de cultiver un petit peu de se retourner sur ce qu'on a réussi, cette culture de la réussite où quelquefois c'est pas très beau en fait, c'est pas très, enfin il y a l'humilité qui est un peu en conflit avec ça et on se dit non mais faut rester modeste, faut pas forcément non plus s'auto-congratuler. Mais là l'idée du tableau des mérites c'est de mettre tous les jours ou quand ça arrive quelque chose où réellement on a réussi, on est fier de ça. Et puis le mettre. Donc si c'est en famille, ça peut être chacun, mais son petit post-it avec ce qu'il a réussi pour se dire ouais. Je l'ai fait, j'y suis arrivée. Et dans le travail, même au sein d'une équipe, ça peut être fait. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, on peut mettre chacun son post-it en disant j'ai fait ça et waouh, c'était bien. Ça peut être des petits mérites comme des grands mérites. Et je trouve que ça change complètement le regard. Et c'est pas de la prétention. Au contraire, c'est justement d'appuyer sur le positif. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais le cerveau retient 5 fois plus de négatif que de positif. Il va falloir changer ça d'ailleurs. Donc du coup, pour une information négative que vous vous dites, même si vous la dites dans votre fort intérieur sans le dire aux collègues, que c'est pas le collègue qui vous le dit, il va falloir 5 autres informations positives, pas neutres, positives, parce que bon, si vous estimez que faire votre dossier c'est normal, ça ne sera même pas positif pour vous, pour pouvoir contrebalancer en fait ce que cette information négative a créé dans votre cerveau.
Donc, il y a un moment donné, il faut arriver à cultiver aussi, ce qu'on appelle la positive attitude, la méthode queer, si on veut, peu importe, mais ça, cette vocation au niveau de votre psyché, en fait, de rétablir un petit peu la balance et de vous autoriser, parce que quand on parlait d'oser, oser, c'est aussi une culture, c'est-à-dire qu'en fait, tout petit, il faut arriver à instaurer en fait aux enfants le fait que, ouais, c'est bien, t'as osé, super. Oui, mais je suis pas arrivée. Oui, mais t'as osé. T'as osé, puis t'as quand même réussi à faire une partie peut-être, ou des choses comme ça. Et là, ce qui m'est venu à l'esprit aussi, c'est qu'il y a quelque chose qui nous a rassemblés toutes les trois. À un moment, on a été toutes membres de Force Cadre, qui est une association qui aide les cadres qui recherchent un emploi à avancer. Et moi, je me souviens quand j'étais membre de Force Cadre et que je cherchais du travail, j'avais pas encore créé mon entreprise. J'ai suivi un atelier Rester dynamique, je crois. Et ça m'a appris quelque chose, parce que quand on cherche un emploi, on a l'impression qu'on fait rien, qu'on sert à rien, et on finit par déprimer, surtout si on n'a pas de réponse et que ça avance pas, ou en tout cas, voilà. Et la personne qui animait cet atelier, régulièrement, en fait, le fait d'avoir un atelier toutes les 2 semaines ou 3 semaines, on était obligé de faire un point sur ce qu'on a fait depuis qu'on s'était vu, notre petit groupe. Si on avait dit on doit faire ça et qu'on ne l'a pas fait, pourquoi on ne l'a pas fait ? Et puis de se mettre des objectifs pour la fois d'après. Et cette chose-là m'obligeait à me dire, ok, effectivement, j'ai pas fait ça, donc je peux me dire, ah là là, t'es nul, t'as pas fait ça, t'as pas avancé, t'as pas recherché, t'as pas envoyé de telle candidature. Mais par contre, le moment où on te dit, mais pourquoi tu l'as pas fait, tu te rends compte qu'en fait, t'as fait plein d'autres choses à côté. Enfin, sauf si t'as été malade et que effectivement t'as dormi, mais ça aussi, ça fait partie de la vie. Et donc tu te rends compte qu'en fait, oui, t'as pas avancé sur des choses, mais t'as avancé sur d'autres choses. Et il y a une raison pour laquelle t'as pas peut-être envoyé ta candidature à cette entreprise-là, parce que t'as rencontré quelqu'un d'autre. Enfin, et donc ça se terminait en, finalement, je suis pas si nulle que ça, et j'ai quand même avancé, et il s'est passé quand même des choses. Et je trouve que de poser les choses comme ça, et peut-être même en équipe, de se rendre compte que d'avoir rempli un tableau Excel qui peut permettre d'être quelque chose de lambda et que tout le monde pourrait faire, ça aide vachement l'équipe derrière, et que donc l'équipe a pu avancer grâce à ça. Enfin voilà, d'avoir conscience, c'est ce que tu disais, quoi, de ce que tu fais, des réussites. Quand j'étais salariée, je manageais une équipe, et quelquefois, et j'avais aussi, comme le management le demande aujourd'hui, il y avait à la fois autant de dossiers que de management à faire, donc toujours cette dichotomie entre essayer d'être au four et au moulin, un peu compliqué, d'essayer de donner pour l'équipe, et puis à la fois faire avancer ces dossiers. Et souvent, j'étais happée par des questions, je passais pour voir si l'un et l'autre avaient besoin de quelque chose. Enfin, il y avait toujours un petit peu forcément, du relationnel à faire. Et j'essayais de faire le bilan de mes journées, et quelquefois je me disais, j'ai pas avancé mon dossier, pas du tout. Parce que j'avais journée, on a l'impression d'avoir rien fait. Voilà, où j'avais la sensation, n'a pas été réduite. Voilà, j'avais beau faire la matrice d'Eisenhower avec les priorités, l'urgent, le non urgent, l'important, le non important, que j'avais toujours du mal à suivre. Mais bon, j'essaie d'y mettre de la bonne volonté, et je mettais surtout de la bonne volonté à me juger en fin de journée, en me disant, ok, t'as pas avancé tes dossiers, en fait t'as blablaté pratiquement toute la journée, puisque c'est, en plus, j'aimais bien vraiment m'auto-flageller, c'est quelque chose que j'adorais à cette époque-là. Je croyais que tu allais dire j'aimais bien dans l'échange. Mais en fait, non, mais j'ai pris conscience, et c'est aussi ça, le changement de regard sur soi, sur ce qu'on fait. C'est pour ça que c'est important de changer d'angle de vue. Et un jour, je me suis dit, mais c'est mon job, en fait, de créer du lien dans l'équipe. C'est mon job, en fait, de voir, de distribuer, d'informer. Et oui, c'est pour ça que 80% de ma journée est passée à ça, et non pas la sensation de papillonner, comme je me jugeais en fait à cette époque-là. Et oui, il y aura que 20% de production pure de ce que je ferai moi, parce que l'équipe est grande et parce qu'il y a des choses à faire. Ce changement d'angle de vue m'a vraiment permis de mieux vivre ça à l'intérieur. Mais du coup, effectivement, face à un autre employeur ou un recrutement ou un changement de carrière, ça change tout en fait. Là, tu saurais expliquer pourquoi tu veux changer de métier. Oui, aussi. Oui, c'est peut-être pour ça. Et là, Valérie, elle est contente parce qu'elle a quelqu'un qui est capable. Mais je vais tout comprendre. Et je me dis, super, il me donne plein d'arguments pour convaincre mon client de le recruter. Et l'entreprise est ravie derrière aussi, puisqu'elle comprend aussi. Ah, et cette culture de la réussite, elle est bien, on reste dans le positif. Alors c'est vrai que c'est un peu des choses communes, mais quand on le met vraiment en application, c'est fort. C'est fort à tout niveau. Y a pas... Après, il y a des curseurs. Quand on disait oser, cette partie d'audace, elle est très proportionnelle à chacun. Il y a des petites choses où les candidats me disent de petits projets, et on peut avoir une première action, dire
j'en ai fait 3 fois plus. Et après, on se dit, mais non, dans ce contexte-là, par rapport à cette personne, sur son projet, c'est OK, quoi. Le fait d'avoir fait ce pas, c'est bon. Et d'autres, ce sera des choses, par contre, on est en admiration parce que c'est quelque chose d'énorme. mais pareil, donc il faut savoir l'adapter. Donc pour moi, tout peut être audace et à chacun à mettre son curseur. Il faut que la personne qui écoute et qui lise ça, qui décode, le fasse au bon niveau aussi. Parce qu'on n'est pas tous pareils. Et si tu parlais de la jeunesse tout à l'heure, alors celle qui a déjà travaillé depuis quelques années, elle a des choses à expliquer, mais quelqu'un qui débute vraiment sa carrière, qui est en train de finir ses études, cette période-ci, elle est quand même assez anxiogène. Enfin, c'est difficile. Moi, je vois les ados à la maison. Des fois, on se dit comment ils peuvent se motiver à avancer sur quelque chose. Quels conseils on pourrait leur donner pour essayer de trouver leur voie, ou en tout cas essayer d'oser des choses et de potentiellement après trouver des boulots qui leur conviennent et de se motiver un peu? C'est difficile là-dessus parce qu'il y a presque trop de choses. On va dire tout est possible quand même. Et quand il y a trop, on a du mal à se repérer. Donc il faut que ces jeunes ils soient assez clairs sur ce qu'ils veulent faire, même si on leur redit. Et en entretien, j'ai l'occasion aussi de lire qu'ils pourront changer, et c'est de moins en moins un problème. Les CV avec de multiples expériences, il y a encore un peu de boulot chez certains employeurs pour persuader que, il ne faut pas non plus que ça soit tous les 6 mois pendant 30 ans, ou alors c'est un autre projet, mais c'est de plus en plus accepté. Donc ce n'est pas un problème pour un jeune de dire je ne sais pas trop, j'ai une expérience possible là, j'y vais, et puis je tâte et je regarderai après ce que ça donne. Mais le fait d'être dans le faire me semble important, parce que là, ils ont beaucoup du mal à situer, savoir où ils peuvent être bons, qu'est-ce qu'ils veulent. Il y a, au niveau confiance, je trouve un peu moyen et du mal à le dire et à être clair, et voire même, alors le Covid n'a pas aidé, mais des arrêts d'études parce qu'une démotivation complète, perte de lien, rester à la maison, c'est sûr plus que les études à échanger, distance, ça a plus fait envie. Et il y a systématiquement, pourquoi je fais ça, ça sert à rien, je le fais pas. Ils ont un peu de mal à voir que ça sera pour l'étape d'après, et que ce socle de savoir, qui peut être parfois rébarbatif, il est toujours utile. Mais là, on est vraiment dans à quoi ça sert. Systématiquement, tout de suite, à court terme, là. Et dès qu'on l'a pas, on laisse un peu tomber. Donc un peu difficile. Donc bien sûr qu'il y en a plein qui s'en sortent. Mais cette expression d'hésitation, il faut être à l'écoute. Et en entreprise, on l'est pas toujours. Et puis je le comprends, parce qu'il faut que ça dépote, quoi. Il y a plein d'autres choses. On n'est pas là non plus pour rester sur le canapé les 3/4 du temps. Ah bon? Zut. C'est certain qu'il y a déjà inhérent à leur âge, il y a une culture de l'instant présent. Ils sont quand même beaucoup à l'instant présent, et beaucoup de plus en plus. C'est-à-dire qu'en plus, cette génération-là est vraiment totalement un instant T. C'est-à-dire que cette capitalisation sur OK, je fais ça parce qu'aujourd'hui, mais en fait, c'est pas pour aujourd'hui, même si aujourd'hui c'est pas top, mais demain en fait, ou après-demain, ou après-après-demain, comme il y avait dans des générations avant, où en fait on capitalisait dès tout jeune en se disant OK, j'intègre cette entreprise parce que j'ai mon projet à 10 ans, 20 ans, enfin des plans, des grands plans. Mais on restait dans la même entreprise. On restait dans la même entreprise. Ça paraissait plus sûr. Et puis la société, même ce qu'elle vivait, était plus linéaire quand même. Je veux dire, ces dernières années, il y a eu une accélération des changements profonds quand même, qui changent quand même la société, qui modifient la donne. Je parle vraiment global, sur toute la société, des remises en cause profondes quand même des rôles, que ça soit sur un point de vue culturel, sur un point de vue générationnel. Enfin, on vit, on ne se rend pas compte, mais ça fait 5-6 ans où ça bouge beaucoup en remise en cause. Les jeunes sont au milieu de ça. Et je pense qu'ils essayent aussi de trouver un petit peu leur sens en n'essayant pas de se projeter. Donc, du coup, effectivement, ça peut être plus compliqué pour eux au départ d'arriver. Puis ils vont tenter, et ça donne certainement pour nous l'impression aussi, plus âgés, de se dire, mais des fois, c'est peut-être un peu inconstant. Mais en fait, ça leur plaît pas, ils arrêtent. Et là, ça me dit pas, oui, je regarde pas si dans 10 ans, ça sera bien que j'ai capitalisé là-dessus, j'arrête tout de suite. Non, je veux pas. C'est difficile à caler quand même avec le temps collectif. Malgré tout, il y a des contraintes
Et le temps collectif peut être un temps dans l'entreprise. Et là, ça ne me plaît pas, j'arrête. C'est tout à fait leur choix. Quand ça vient trop souvent, comment l'équipe avance. Puis il y a un petit choc de génération aussi, parce que toutes les générations ne fonctionnent pas comme ça. Donc ça peut être mal compris aussi. Oui, même si je trouve ça assez contagieux quand même. Des fois, j'ai des Ce n'est pas que chez les jeunes. Eh bien non. Et tant mieux. Il y a plein de choses qui bougent et les gens s'ouvrent différemment. Mais il y a un moment, on est obligé de respecter un certain nombre de contraintes pour arriver à un objectif qui est de délivrer un produit, un service dans un temps donné pour récupérer, pour avoir de l'argent, pour gagner un salaire, etc. Donc, cette contrainte, cette liberté contrainte, il faut la gérer. Et ça, parfois, c'est un petit peu agaçant de jamais être sûr que la personne, elle va quand même se poser et elle va faire passer l'intérêt collectif avant le sien. Quand on est en entreprise, c'est un contrat, quoi. Donc, on donne sa pierre à l'édifice. Il y a une confiance. Il faut qu'il y ait une confiance. Et si on a l'impression que la personne ne va pas être constante, ou en tout cas va partir très vite, on ne peut pas avoir confiance. Et on ne transmet pas pareil. Après, alors, on contrôle. On n'est plus dans cette histoire de confiance. Et quand même. Donc, cette liberté, elle est génératrice de plein d'énergie. On se pose des questions. Ça fait plaisir. Je trouve que quand même, on ose, on fait des pas, ce qu'on dit, on avance. Donc dès qu'on avance, c'est bien. Mais l'implication au sein d'un collectif a pris un peu de plomb dans l'aile et ça me dérange un peu. Alors là, je traduis et ce que j'entends un peu de mes clients et par conviction personnelle, parce que si chacun pense qu'à soi, même en toute bonne foi, en disant « il faut que je me remette en cause, c'est trop difficile, j'ai pris des baffes » et c'est souvent vrai, pas être sur je m'en fous, maintenant je fais ce qui me plaît. C'est ça. En tout cas, dans le monde professionnel, quand même, il faut un peu le gérer. Est-ce que c'est pas parce que aujourd'hui on pense que le travail ne suffit pas à être heureux, alors qu'avant, en fait, la vie professionnelle pouvait suffire à équilibrer une vie complète, et qu'aujourd'hui, peut-être, cette génération-là se rend compte que peut-être le travail, ça ne sera pas ce qui les aidera complètement, enfin, qu'il faut que ça soit complet, et que le travail n'est qu'une pierre dans leur système, mais qu'il faut aussi... et qu'ils accordent justement beaucoup d'importance sur leur vie personnelle, les loisirs, tout le reste, plus que ce qu'on accordait avant, en fait. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr qu'on l'expose et ça fait partie intégrale de la personne et même des candidatures. En disant, moi j'ai besoin tel jour de partir à telle heure parce que j'ai une activité et j'y tiens. Voilà, c'est des choses, je veux dire, il y a encore 10 ans, 15 ans, on osait à peine dire. Enfin, c'était pas... Donc ça, oui, certainement. Mais il y a un moment donné... Il faut se mettre dans, je délivre, je suis pro, il y a un contrat, je le fais, je respecte l'autre. C'est l'engagement. Et puis quand j'ai un impératif, je trouve des solutions. C'est pas juste... Oui, complètement. Et ça, je trouve que parfois, ça manque un peu. Donc c'est le reproche, en tout cas côté employeur, mais que j'entends parce qu'eux, ils portent. Et puis ici, où on a beaucoup de PME, donc les dirigeants sont aussi très dans l'opérationnel. Donc souvent, c'est du capital personnel. Ils ont quand même la facture sous les yeux à chaque fois et ça peut se comprendre. Donc cette responsabilité-là, certaines personnes, donc pas que des jeunes, mais quand même en partie, ont tendance un peu à laisser courir... Et puis après, il y a des points économiques. Il faut bien quand même qu'ils arrivent au bout pour gagner leur vie et puis derrière s'indépendantiser. Justement, en parlant d'indépendants, il y a une autre tendance aussi, je trouve, c'est qu'on parle beaucoup de ceux et celles qui plaquent tout pour créer leur entreprise. On en a parlé dans le dernier épisode d'une tisane et au lit. Mais je trouve je vais peut-être pas dire survaloriser, mais c'est un peu ça, l'entrepreneuriat par rapport au salariat. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la solution à tous les problèmes, c'est qu'on devienne tous des indépendants. Comme ça, on est tranquille, on parle de liberté. C'est vrai que moi, souvent, on me dit « Ah toi, t'as de la chance, t'as pas de patron ». Oui, j'ai d'autres problèmes. Et je ne sais pas si tu ressens ça, Valérie, dans tes recherches. Peut-être des fois, tu galères à trouver des candidats, des profils, où effectivement, on a l'impression que si on veut réussir, ou en tout cas, si on veut être heureux pour pouvoir gérer sa vie perso, sa vie pro, l'entrepreneuriat, c'est la solution à tous les problèmes. Ça vient chez certains, ils y reviennent vite quand ils voient qu'il y a quand même 2-3 contraintes économiques derrière. Parce que la liberté, oui, par contre, le salaire, il tombe pas à la fin du mois. Donc, pareil, tout le monde le sait. Donc, les gens idéalisent. Et je pense que dans les gens qui se lancent,
C'est là-dessus qu'il faut bien insister quand même, parce qu'à moins qu'il soit rentier ou il y a d'autres sources de revenus. Ah, c'est sûr, si derrière, il n'y a pas besoin de gagner d'argent, il faut avoir cette pression-là, il faut la supporter ou en faire plus une pression du tout d'ailleurs, mais ça revient très vite. Donc, les galères, elles arrivent. Il y a la partie où on est encore au chômage et on se dit on monte, donc on a une indemnité qui nous aide à. Et puis après, il n'y a plus rien. Donc là, au bout d'un an ou deux, c'est souvent compliqué. Donc je le retrouve comme un espèce d'idéal, c'est bien, mais pour moi, c'est pas bien ou moins bien, c'est ça qui vous correspond, c'est ce qui vous convient, c'est comme ça que vous allez être heureux et efficace pour tout le monde, soit pour vous tout seul si c'est votre boîte, soit pour l'équipe que vous rejoignez. Donc je pense qu'il ne faut pas trop le dévaloriser. Encore une fois, c'est se connaître et puis être à sa place pour être le mieux possible. Oui, il y a des gens qui se réalisent très bien en étant salariés. Oui, complètement. Il y en a quand même encore. Et puis pour plein de raisons, ça leur va très bien. Et il y en a qui reviennent bien sûr au salariat parce qu'ils ont vu que ça ne leur allait pas. Et d'autres qui commencent à en avoir ras-le-bol et qui se disent oui, j'irais bien un peu de liberté. Il y a des métiers où c'est quand même un peu plus tendance dans tout ce qui est la créativité, les gens qui sont dans le graphisme, dans le marketing, dans la communication. Il y a pas mal de consultants ou de gens qui se mettent à leur compte là et qui ont du mal à rentrer derrière dans le moule, puis peu importe, mais en tout cas. Et puis ça, vu que c'est mon métier, c'est vrai que moi, ça me permet de rester créative. Je me sens plus j'ai plus de possibilités d'être créative en étant indépendante parce que justement, j'ai plein de clients différents et donc j'ai pas le choix. Si je veux que ça fonctionne, que quand tu es en entreprise où des fois, c'est un peu plus organisé et donc il y a peut-être moins de manœuvres possibles, en tout cas de changements. Mais après, c'est vrai. C'est mon caractère qui est comme ça aussi. C'est vrai, et parfois les personnes candidatent donc, pour avoir des postes de communication ou pareil dans le domaine informatique. Des développeurs qui se mettent à leur compte et donc ils sont attirés par une annonce parce que l'entreprise a l'air sympa, parce que géographiquement c'est là où ils ont envie d'aller aussi ou parce que le salaire surtout est sympa. Et puis quand on fait le travail de voir un peu comment ils se projettent dans le poste et parfois il reste des freins. Et voilà, mais il faut vraiment en avoir conscience. Mais entrepreneur, c'est aussi un état d'esprit en fait, et c'est peut-être pas forcément opposé entre salarié et entrepreneur. Je pense qu'il y a aussi chez certaines personnes le fait qu'on les oppose, enfin pas on les oppose, mais que c'est deux choses différentes. C'est pas un statut en fait finalement au départ. On peut être entrepreneur en soi, et je sais que je dis souvent aux gens, mais vous êtes prestataire de service pour votre entreprise. Vous avez beau être salarié, vous pouvez vous positionner comme prestataire de service. Qu'est-ce que vous apportez à l'entreprise ? Et l'entreprise, quelle mission elle vous donne ? Et est-ce que vous êtes capable de remplir cette mission ou pas ? On peut très bien avoir cette posture. Donc c'est vraiment aussi une posture intérieure. Et ça passe aussi, alors moi, quelque chose où je suis très sensible là-dessus, et dans la vie en général, mais beaucoup dans l'entreprise. On peut subir l'entreprise, c'est-à-dire avoir une insatisfaction dans son poste et d'une manière objective, regarder que il n'y a pas de sens dans mon travail, j'ai pas évolué, mon salaire n'a pas évolué, le management ne me convient pas. Enfin, on peut lister d'une manière qu'on pense objective. Mais c'est là se mettre du coup dans la passivité et dans une posture de victime. Même si c'est compliqué à entendre, il y a un moment donné, on est acteur de sa propre carrière, même en tant que salarié. Et donc, c'est souvent ça qu'on oppose. On dit oui, mais alors à ce moment-là, sinon, tu quittes l'entreprise et tu vas monter ta boîte. C'est comme si c'était que ces deux possibilités-là. Mais on peut très bien être à l'intérieur d'une boîte et du coup, se positionner en prestation de service et devenir acteur de sa propre carrière, non plus subir la situation en pensant qu'il y a ceux qui m'alimentent en travail, en sens, en valeur, mais moi aussi je peux être proactif et effectivement décider de mon projet professionnel au sein de l'entreprise. Après, ça ne fonctionne pas, je prends mes décisions et peut-être je vais voir une autre entreprise, mais je prends ma carrière en main et j'essaye d'exprimer ce qui est important pour moi et ce que je peux apporter. Et si je connais effectivement mes compétences et si je pense que je peux développer certaines choses dans l'entreprise, je peux être force de proposition. Et ça, c'est pas encore trop... Ça se fait dans certaines grandes sociétés, l'intrapreneuriat, où on accompagne aussi. Après, je le démocratiserais, j'allais dire, en suscitant la prise d'initiative.
vraiment. Mais Au-delà de j'avais cet parlé de esprit, responsabilité aussi. cet esprit d'entreprise, c'est vrai qu'il ne faut pas les opposer, mais c'est des façons de se comporter, de prendre la responsabilité différentes pour moi. Oui. L'enjeu n'est pas le même quand même. Oui, bien sûr. Mais cette prise d'initiative en faisant une petite entreprise d'un projet à l'intérieur d'un cadre plus structuré, je trouve ça très très bien. Mais là, on est toujours sur les mêmes cercles vertueux ou vicieux selon le sens. Prise d'initiative, prise de risque, droit à l'erreur, culture de la réussite, avoir une certaine ambition, enfin tout ce qu'on vient de dire, à un moment, on repart et c'est ça qui fait qu'on pousse un peu les gens où ils se sentent bien à leur place, quoi. Mais ça demande là, alors, culture du management derrière qui est vraiment... C'est dur, hein. C'est dur parce qu'on parle beaucoup du métier de manager, il y a plein de théories, plein de conférences. Donc je pense qu'on est tous d'accord pour savoir ce qu'il faut faire. Et après, il y a le fait de le faire concrètement tous les jours. Et il y a des gens qui en ont marre, des managers, qui sont déçus par plein de choses. Gérer l'humain, c'est hyper dur. Ça prend de l'énergie. Et c'est là où il faut de la souplesse, il faut voir où on va, il faut un soutien de plein de choses derrière, il faut les moyens pour travailler. Il faut toujours un peu plus de temps. Et là, on est dans une évolution. Donc, je pense que c'est tous nos souhaits. Je ne sais pas si ça va complètement dans ce sens-là. Je pense qu'il y a plus d'ouverture, de faculté à oser, d'aller chercher des choses plus créatives. Quand même, je sens que ça bouge, tous ces socles un peu rigides. Mais le danger serait aussi de tout exploser, parce que là, on ne sait plus du tout où on est. Et à part si on est très fort et on sait bien, on a fait ce travail, on va en perdre beaucoup en route. Donc, toujours histoire de dosage. Mais la prise d'initiative, je pense que, et très jeune, chez les enfants, leur dire jusqu'où ils peuvent aller. Parce qu'en entreprise, après, être passif, c'est pas le top. Ou alors, il y a des moments où on peut être passif. Mais après, savoir qu'on a la capacité, l'envie, et se dire, OK, là-dessus, je ne laisse pas passer. J'y vais. Parce que parfois, ça peut être confort, et puis c'est des moments où on est bien, où on est moins expert, on se sent moins, on va pas y aller. Oui, ou des moments de vie où on n'est pas, Voilà. la vie n'est pas On n'a linéaire. l'énergie Donc, pour, non Ouais, Tout à fait. exactement. Donc, accepter ces irrégularités. C'est pas facile aussi dans cette façon de gérer parce qu'on veut le résultat, on le veut dans un temps donné, et ça va vite. Et quand ça va vite, on laisse pas trop gambader à gauche à droite. C'est le rythme de l'entreprise. Le rythme de l'entreprise, c'est sur le papier, et puis en face, il y a de l'humain, et l'humain est pas régulier, mais une stratégie sur le papier est assez linéaire, et normalement, théoriquement, ça devrait marcher, et en pratique, l'humain fait que, c'est normal. C'est sûr. Et moi, de ce que j'entends, en tout cas, depuis le début de l'émission, c'est qu'au final, certes, on est dans une période d'incertitude où il y a des risques, où ça peut être compliqué, mais moi, ce que j'entends de vos deux côtés, c'est plutôt de se lancer, ou en tout cas, de ce que tu disais, d'oser, et d'essayer de réfléchir à avancer, plutôt que de se dire, on va attendre ce qui se passe, et puis on n'avance pas. Enfin, en tout cas, on met la tête dans le sable. Oui, c'est sûr. Moi, je le ressens beaucoup. Je le ressens, je le perçois, je l'écoute, je l'entends, je l'écris. On me l'écrit sur des candidats quand ils verbalisent leur motivation. Oui. Moi, je pense qu'on va vers l'ouverture, ça c'est clair. L'acceptation, pas encore. L'ouverture, tout le temps, sans arrêt, peut-être pas, mais il y a plein de choses qui bougent. Et les parcours, il suffit de lire un CV. Alors, il y a même des jeunes, ils me disent, bon, alors, j'ai eu du mal à le faire sur une page, ils ont 3 ans d'expérience. Je ne sais pas comment on aurait fait, nous. Mais alors, une page était beaucoup trop courte parce que j'ai fait plein de choses, des choses un mois. Oui, finalement. Donc, il faut quand même faire des choix. Il faut être un peu synthétique dans l'exercice parce que j'ai pas 3 jours pour écouter les gens, 1 heure, 1 heure et demie, selon les postes, parfois 2 heures. Mais on n'arrive jamais à tout dire, c'est évident. Donc là aussi, il faut se contraindre. Mais ça avance dans ce sens-là. Je sens bien qu'ils ont envie, donc les jeunes et les moins jeunes, de faire plein de choses, de le dire. Après, trouver son fil conducteur. Et puis là, on est quand même... Enfin, notre discours, il est un peu dans un cadre professionnel. Donc, il y a un moment donné... on recadre, on priorise, on explique, on rend cohérent un minimum. Oui, avec un lien avec le poste pour lequel on postule. Donc, j'ai fait plein de choses, je veux le dire. Mais il y a peut-être des choses qui sont moins importantes ou qui n'ont pas de sens par rapport au projet. Ça se mélange toujours là, trouver c'est le lien, au intéressant à final. faire. C'était un conseil à donner aux candidats, c'est soyez accompagnez le recruteur au maximum pour qu'il comprenne. Comprendre les virages. Alors moi, souvent, j'ai toujours cette image de la drague, parce qu'en fait, les gens le comprennent très bien. Et je dis, mais en fait, finalement, sans faire de mauvais parallèles et de dire, OK, c'est pas vraiment
nécessairement ça, mais vous êtes au premier rendez-vous et vous avez envie de séduire la personne qui est en face de vous, donc on va dire l'entreprise ou en tout cas le recruteur. Vous avez envie de vous montrer sur votre meilleur profil. Si vous déballez toute votre vie, tout le repas, ça va être peut-être un petit peu bourratif. Hein, il ou elle va partir, je pense. Il ou elle peut-être part. Et si en plus vous ne parlez que de vous, ça va être un petit peu compliqué parce qu'au bout d'un moment, la personne va peut-être se dire mais en fait, finalement, est-ce qu'elle a envie d'être avec moi ou est-ce qu'elle a envie d'être avec elle-même donc du coup, c'est un petit peu ça le rapport. Et quelquefois, en fait, quand on le voit de cette manière-là, on se dit ah ouais, ok, oui, oui, parce que si vous voulez être séduit, à un moment donné, qu'est-ce que l'autre va devoir vous dire, qu'est-ce qu'il peut vous apporter en fait, qu'est-ce qu'il sent, quels sont les points communs qu'il a vus avec vous, il va s'intéresser à vous et pourquoi vous avez fait ci, pourquoi vous avez fait ça. Et là, le jeu de séduction commence réellement. Parce que si on est juste à essayer d'étaler ses propres, même si on a besoin, mais il faut arriver à en fait le mettre en corrélation avec ce qu'on détecte chez l'autre pour pouvoir subtilement se mettre en avant sur certains points. Donc c'est un peu un jeu de séduction. Un jeu de séduction, mais voilà, de bonne comme un premier séduction, rendez-vous. Bien faite, la séduction. Tout à fait. Voilà. Je suis pas sortie de l'auberge. Je vais Valérie. revoir ma tenue demain. Eh ben, merci beaucoup toutes les deux. On arrive déjà au bout de cette émission. Moi, j'avais noté une petite phrase d'Oscar Wilde qui était que c'est l'incertitude, qui vous charme. Tout devient merveilleux dans la brume. Alors, peut-être pas, c'est peut-être un peu trop bisounours, mais je trouve que souvent, si la brume oblige à faire attention, à réfléchir, à se poser. Et donc, si peut-être on a quelque chose à retenir de cette période un peu compliquée, c'est de se dire que c'est peut-être le moment de réfléchir, de trouver son vrai projet professionnel, de poser sur ce qu'on a déjà réussi de faire et ce qu'on a envie pour la suite. Ouais. C'est quand on est dans l'incertitude ou dans la brume, comme tu dis, qu'on regarde sa boussole intérieure, parce que sinon on ne la regarde pas. Et donc c'est un moment où on peut se poser, où on peut réfléchir effectivement à ses valeurs, à ce qu'on veut vraiment. Et comme ça change, comme la vie, on n'a pas les mêmes besoins à 20 ans qu'à 30 ans, qu'à 40 ans, je trouve que l'incertitude est belle. Et effectivement, je suis d'accord. Il ne faut pas en avoir peur. Au contraire, c'est une occasion de mieux se connaître et de peut-être mieux se positionner. Et donc de reprendre, d'être acteur de sa vie. Et après, on arrive en entretien et on est hyper efficace. On est au taquet, on sait ce qu'on va dire, on est clair, dispo, souriant, tous les documents, et on sait pourquoi on est là. Et ça, c'est le bonheur. Après, Valérie, elle est contente. Eh ben, merci beaucoup à toutes les deux. Alors, si on fait la petite minute promo de la fin d'émission, est-ce que vous pouvez rappeler le nom de votre entreprise? Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Voilà. Myriam, tu as l'habitude de l'émission, alors c'est toi qui commence. Alors moi, ça s'appelle Rendez-vous en terre intérieure. C'est donc de l'accompagnement au changement, du développement intérieur, on va dire, que ça soit à la fois sur le tapis, puisque je donne des cours de yoga, des cours collectifs, des cours particuliers, et puis à la fois, quelquefois, sur un fauteuil, parce que quelquefois, on a besoin de poser des mots. Et donc là, j'utilise plutôt des techniques d'échange, de thérapie brève, PNL, visualisation, systémie, enfin tous ces outils-là qui permettent en fait aux deux parties de mieux se connaître et mieux aiguiser sa boussole intérieure dont on a parlé. Merci. Et on te retrouve évidemment dans les rendez-vous en terre intérieure sur Esperluette. Tout à fait. Et sur les réseaux sociaux, sur le site enterreintérieure.fr. Voilà, vous pouvez me retrouver. Parfait, merci. Valérie, donc toi, tu es gérante du cabinet Florian Mentionne Institut à Avignon. Et aussi, on peut te retrouver principalement sur un réseau social professionnel qui est LinkedIn, c'est ça? Absolument. Ouais. Voilà. Ça reste raccord avec mon métier, à ce que j'ai envie de dire et au type de communication qui est logique. Donc, le recrutement, le conseil en organisation, c'est un peu moins intérieur, quoique. Je vais peut-être songer à mettre un canapé dans mon bureau. Je pense que ça peut être utile. Ouais. Mais on arrive à des conversations effectivement qui sont assez proches parfois pour expliquer un projet professionnel. Bien sûr, oui. Et donc, on te retrouve aussi dans un podcast que je produis avec toi. Donc, je me fais aussi ma petite promo au passage. Et c'est parfait. Pas un recrutement. Exactement.
et qui se retrouve sur ton profil LinkedIn et toutes les applis audio, comme d'habitude pour les podcasts. C'est ça ? C'est parfait. Voilà. Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux. J'espère que cet épisode a permis aux personnes qui sont en train de se poser des questions sur leur carrière, qu'elles soient salariées ou entrepreneuriales, leur a donné quelques pistes pour avancer et peut-être sortir de la peur pour passer sur quelque chose de plus positif, d'oser. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu disais, Valérie, que quelqu'un qui t'avait parlé de chaque jour et on se retourne sur ce qu'on a fait et on en prend conscience. Alors voilà, ce soir, on va se retourner, on prendra conscience de cette émission. Et puis d'ici là, on va prendre une tisane et au lit.